Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Réception officielle à l'occasion de la fête nationale de l'État du Qatar hier soir au Djibouti Palace Kempinski. Au Royaume-Uni, la justice valide les expulsions de migrants au Rwanda. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. L'hôtel Kempinski a abrité hier soir une réception officielle à l'occasion de la fête nationale de l'État du Qatar. Les invités ont été reçus par l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Dr Rachid Ben Shafiri Al-Fahida, entouré de ses proches collaborateurs. Et à cette occasion, les participants ont félicité l'ambassadeur du Qatar pour la célébration de la fête nationale de son pays et pour le grand succès réalisé par le Qatar concernant l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ils ont également salué les grands progrès réalisés par l'État frère dans divers domaines et sa présence de premier plan dans les forums régionaux et internationaux. Et l'ambassadeur du Qatar à Djibouti a souhaité la bienvenue aux ministres, aux hauts fonctionnaires et diplomates invités, ainsi que les personnalités civiles et militaires donc participant à la cérémonie de réception, exprimant son appréciation pour leur participation à la célébration et à la joie des Qataris en cette occasion. Après l'interprétation successive des hymnes nationaux des deux pays, Djibouti et Qatar, les responsables ont procédé au symbolique geste de coupure du gâteau d'anniversaire, donnant ainsi le coup d'envoi à la cérémonie. Et dans son discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de l'État du Qatar à Djibouti a fortement salué le soutien diplomatique mutuel entre les deux pays dans les forums et organisations internationaux et la volonté des dirigeants de l'État du Qatar et de la République de Djibouti de renforcer et de développer la coopération bilatérale dans divers domaines. La célébration de la fête nationale, a indiqué l'ambassadeur du Qatar, revêt une importance particulière cette année car elle coïncide avec l'organisation de la Coupe du Monde FIFA 2022 par l'État du Qatar, et les deux événements constituent une occasion de mettre en évidence l'unité et la culture du peuple du Qatar autour du monde, et les visiteurs du Qatar découvrent au cours de cette période les aspects brillants de l'histoire du Qatar et de la culture et l'étendue donc de la croyance en l'interaction civilisationnelle avec le reste du monde et la fierté des valeurs arabes et islamiques. La Coupe du Monde a poursuivi le diplomate qatari, l'identité de l'État du Qatar, en plus de ses capacités économiques, sécuritaires et administratives, et ses réalisations évidentes dans tous les domaines. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus pour réussir l'organisation de ce grand événement humanitaire et mondial, et nous affirmons que cette expérience unique et inspirante appartient à toute l'humanité, a conclu le diplomate qatari.
Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, a félicité les dirigeants, le gouvernement et le peuple du Qatar pour la célébration de la fête nationale. Il a affirmé que les progrès réalisés par l'État frère du Qatar ne sont pas sortis d'un vide, mais grâce aux politiques éclairées menées par l'État, soulignant en même temps les relations solides entre Djibouti et le Qatar. Le chef de la diplomatie djiboutienne a noté que les relations bilatérales entre les deux pays reposaient sur des bases solides pour atteindre des objectifs communs. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, à la tête d'une importante délégation, a pris part aux travaux de la 39e session du Conseil des ministres en charge de l'urbanisme et de l'habitat des pays arabes, tenue du 18 au 20 décembre au Caire, en Égypte. La délégation djiboutienne a également participé aux travaux de la 7e conférence arabe de l'habitat sous le thème Vers des villes intelligentes et durables pour une meilleure qualité de vie. En marge de ces travaux, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est entretenue avec son homologue égyptien, le ministre du Logement, des services publics et des collectivités urbaines, Dr Hassem Al-Ghazar. Les deux ministres ont échangé sur les questions d'intérêt commun et ont convenu de renforcer les relations entre les deux départements. L'Union de la presse francophone de Djibouti, avec la collaboration de l'UNICEF, a lancé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti les travaux d'un atelier de 2 jours sur le renforcement des capacités des journalistes djiboutiens en matière de traitement des questions en lien avec les droits de l'enfant. La cérémonie de lancement de cet atelier a vu la présence du représentant par intérim de l'UNICEF et du président de l'UPF Djibouti, avec la participation également d'une vingtaine de journalistes de la presse écrite, audiovisuelle et de la presse en ligne. Durant les 2 jours de l'atelier, les participants auront à aborder diverses questions en lien avec la promotion des droits de l'enfant, notamment par rapport au droit à la protection et le droit à la nutrition, et d'aborder l'importance de l'éthique et la déontologie, particulièrement dans le traitement des questions en lien avec les enfants. D'autant plus que cette journée, elle est quand même dans un contexte assez... ces journées, pardon, sont dans un contexte assez particulier, puisqu'on sort d'une épidémie de Covid. On s'aperçoit aussi que le changement climatique a des conséquences de plus en plus fortes sur le quotidien des enfants, sur le quotidien des communautés, sur le quotidien de chacun. On est entre autres dans une période de sécheresse qui a affecté et qui affecte durablement beaucoup trop de personnes. Et ça aussi toujours dans un contexte mondial, où on estime aujourd'hui que dans le monde, on a à peu près 110 millions d'enfants qui ont des besoins d'assistance humanitaire directe, donc sur 155 pays, et près de 400 millions d'enfants dans le monde aujourd'hui vivent dans des zones de conflit. 400 millions d'enfants, c'est un peu moins que la moitié des enfants vivant dans le monde. Aujourd'hui, à Djibouti, je pense qu'il y a lieu de se féliciter et de se réjouir de chiffres clés concernant la santé des enfants. Ce que nous donnent les chiffres officiels, c'est 96% aujourd'hui des enfants ont un accès à l'école primaire, c'est ce qu'on appelle le taux brut de scolarisation. On sait aussi que le taux de mortalité est extrêmement bas, puisqu'il est à peu près de 58 enfants pour 1000 naissances qui décèdent, ce qui place Djibouti dans une très bonne position. Et de son côté, le président de l'UPF Djibouti, Kendid Ibrahim, a d'abord rappelé la bonne collaboration qui existe entre son organisation et l'UNICEF. L'UNICEF et l'UPF, depuis quelque temps, travaillent ensemble dans cette thématique très importante, parce que les droits de l'enfant, ça engage tout le monde. Ça engage tout le monde dans la mesure où l'enfant est au centre de la société, dans toute société. Il a des droits spécifiques, comme vous les découvrez chaque jour un peu plus, et les journalistes sont les mieux placés pour d'abord s'imprégner eux-mêmes ces droits, et ensuite, après, les vulgariser. Les vulgariser au niveau de la société, au niveau des médias qui œuvrent dans la vie de tous les jours,
les médias devraient se donner la mission de populariser les droits de l'enfant, autrement dit, de l'expliquer aux enfants eux-mêmes aussi, parce que les enfants ne sont pas conscients aussi de leurs droits. Parce que les enfants sont les premiers concernés quand on parle de leurs droits aussi. Les médias ont aussi le pouvoir de pointer du doigt certaines violations des droits de l'enfant transversales, où chacun prend ses responsabilités et où les femmes et les hommes des médias doivent prendre aussi leur part dans cet engagement. En Nouvelle Nationale toujours, le directeur du Centre sectoriel des formations professionnelles au métier du transport et de la logistique, Mohamed Adoche, a présidé la réunion de lancement de la formation au logiciel Log and Track en présence de l'inspecteur des métiers du tertiaire, de l'hôtellerie et du tourisme et l'expert Aftral Rostan William, désigné pour assurer la formation des formateurs. Étant conscient de l'évolution du secteur de la logistique et du transport dans laquelle s'engagent nos apprenants, qui est plus concurrentiel, plus connecté et plus axé sur la technologie, la raison donc pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, accorde une importance particulière à la formation des formateurs de l'ETFP, l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui est donc une priorité stratégique dans sa feuille de route. Pour rappel, le ministre de l'Éducation nationale, le Programme alimentaire mondial avait signé un mémorandum d'entente le 18 janvier 2021 qui formalisait un cadre de coopération pour la mise en place des formations professionnelles dans les secteurs de la logistique et du transport à Djibouti. Je suis très heureux de participer avec vous sur cette formation du logiciel Log and Track sur l'enregistrement et la traçabilité de produits logistiques. On va pouvoir, et au sein de votre école, de votre établissement, générer des fiches produits, des codes barres sur les produits pour enregistrer l'ensemble des flux logistiques inhérents à un entrepôt logistique, c'est-à-dire la réception, le stockage, la préparation de commandes, l'expédition, la tenue de stock. Cette formation d'une semaine sera plutôt dense et ponctuée effectivement par plein d'exercices qui vous permettront au fur et à mesure des années d'étayer la théorie que vous avez avec vos stagiaires et de la mettre en pratique sur le terrain avec ce fameux logiciel Log and Track. Et écoutons également l'intervention du directeur du Centre sectoriel de la formation professionnelle, Mohamed Adoche. Nous sommes réunis en fait ce matin pour le lancement de la formation Logitrack, donc un logiciel spécialisé dans le domaine de la logistique et transport. Donc cette formation est financée par le PAM. Il y a eu une convention qui a été signée entre le MENFOP, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et le PAM, il y a 2 ans, juste après l'ouverture, bien sûr, de ce centre. Donc, suite à ça, beaucoup d'actions ont été menées et aujourd'hui, cette formation s'inscrit dans ce cadre de convention. Donc, c'est une formation qui va durer pendant 1 semaine et donc nous invitons à tous les formateurs qui vont suivre bien sûr cette formation, justement de bénéficier correctement cette formation-là qui va être utile bien sûr pour nos élèves. Toujours en nouvelles du pays, le directeur des affaires sociales, Mohamed Awali Miguel, a procédé hier dans la ville de Bok en collaboration avec l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Umio, ainsi que la représentante résidente du PAM à Djibouti, Marie Njoroge, au lancement officiel du projet de transport monétaire aux populations affectées par la hausse des prix des denrées alimentaires et la sécheresse. Et dans un contexte social marqué par de multiples crises exogènes, dont la flambée des prix des denrées alimentaires, les sécheresses accrues et l'affaiblissement du pouvoir d'achat des populations, ce projet d'urgence survient au lendemain de l'appel à la solidarité lancé par le président de la République visant l'atténuation des effets des multiples chocs ayant impacté négativement la population du pays. Le ministère des Affaires sociales et de Solidarité, l'institution en charge de la coordination de l'aide sociale destinée aux ménages
vulnérables collabore avec le PAM pour la mise en œuvre de ce projet financé à hauteur de 500 000 $ par le partenaire de choix qu'est le gouvernement du Japon. Grâce à ce don du Japon, 1200 ménages urbains vulnérables issus des 5 régions pourront bénéficier d'une aide alimentaire pour une période de 6 mois consécutifs. Le projet permettra également aux ménages impactés de faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires et ainsi couvrir leur gap en insécurité alimentaire. L'objectif étant de répondre aux besoins nutritionnels des populations vulnérables. En ce sens, les bénéficiaires recevront chaque mois la somme de 10 000 francs via la carte SCOP qu'ils pourront utiliser chez le commerçant agréé afin de s'approvisionner en vivres. L'ambassadeur du Japon a également profité de cette occasion pour annoncer la décision louable du gouvernement du Japon à financer un projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle d'une valeur de 830 millions de francs pour une aide destinée à quelques 24 500 ménages vulnérables. Cette collaboration entre le gouvernement japonais et le gouvernement djiboutien marque la concrétisation et le symbole d'une volonté commune d'entraide et de solidarité. Elle souligne également une détermination conjointe des deux États d'assurer une sécurité alimentaire aux plus vulnérables. Écoutons à présent l'intervention de la représentante du PAM à Djibouti. C'est pour moi un immense plaisir d'être ici à Obok pour célébrer le lancement de ce projet d'aide d'agence qui est en réponse à la hausse République, son Excellence Monsieur Ismail Omar Guelleh, le 10 mars 2022. À la suite de ces appels et sous le leadership du Bureau de coordination, les agences du système des Nations Unies présentes en République de Djibouti n'ont pas managé leurs efforts pour mobiliser les ressources nécessaires pour venir en aide les populations les plus touchées par la crise. Le ministère des Affaires sociales et de solidarité, MAS, sous le dynamisme et l'impatience de son Excellence Madame Olofa Ismail Abdo, démontrer un leadership dans la conduite de l'assistance humanitaire d'agence. Nous remercions ici pour la bonne collaboration qui nous réunit. Le PAM reste un partenaire de premier plan pour la réponse aux agences en République de Djibouti. Je tiens à remercier le Japon pour le soutien continu aux opérations du PAM dans le pays. Et de son côté, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Atsuka Omio, a profité de cette occasion pour annoncer le financement d'un projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle. On écoute le diplomate japonais. Très honoré de pouvoir visiter aujourd'hui la région d'Obok pour le lancement officiel d'une aide alimentaire financée par le gouvernement du Japon et mise en œuvre par le PAM en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Ce projet vise à soutenir les efforts du gouvernement de Djibouti, notamment le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, pour assurer la sécurité alimentaire de la population vulnérable qui a été touchée par une grave sécheresse régionale et la flambée des prix alimentaires mondial. En effet, grâce à ce financement japonais, 1200 familles vulnérables dans les régions, y compris bien sûr les Obokois, recevront des e-vouchers pour acheter des produits alimentaires dans les marchés locaux. Je suis convaincu que la contribution du Japon pourra renforcer la sécurité alimentaire de ces familles, mais également aider indirectement les commerçants locaux. Il s'agit d'une concrétisation de la volonté du gouvernement et du peuple japonais de continuer à accompagner le peuple djiboutien, nos frères amis, dans ces situations difficiles. C'est également un grand plaisir pour moi de pouvoir continuer à travailler avec le PAM et le MAS dans leur mission sublime
et humanitaire. Avant de clôturer mes propos, je me permets de réitérer que le Japon va poursuivre ses contributions à l'amélioration de la qualité de vie ainsi qu'au développement durable de Djibouti. Nous restons dans les régions où le conseil régional de Dikil a tenu hier sa 4e session ordinaire de l'Assemblée générale. Et comme à l'accoutumée, cette réunion qui s'est tenue sous la coprésidence du président du conseil régional, Mohad Hussein, et du préfet de la région de Dikil, Aden Drar, a vu la participation de l'ensemble des élus, des responsables des services déconcentrés ainsi que des principaux acteurs de la société civile de Dikil. Étaient à l'ordre du jour 2 points saillants, dont l'adoption du budget prévisionnel 2023 du conseil régional et la validation des projets prioritaire pour l'année 2023. Aussitôt après les interventions des officiels, la séance a pu débuter avec une brève présentation des activités réalisées ou coordonnées par le conseil régional de Dikil au cours de l'année 2022, après quoi les points à l'ordre du jour ont été passés en revue par les participants qui, de part et d'autre, ont pu débattre sur leurs aspects et de fond et de forme à l'issue de cette réunion. Il en est également ressorti la création d'une agence de la voirie de Dikil et la mise en place d'une journée intitulée Fest Unité dédiée à l'unité nationale et à la cohésion sociale qui sera organisée et célébrée chaque année. Et au terme de cette 4e session ordinaire, l'Assemblée générale a validé et adopté à l'unanimité les différents points soulevés pour l'année 2023. Écoutons pour plus de précision les explications du président du conseil régional. Nous avons eu la 4e session de l'Assemblée régionale de Dikil. Durant cette assemblée, plusieurs thèmes ont été soulevés. Nous avons d'abord validé le budget de l'année 2023. Nous avons également validé les plans d'action de toutes les activités que le conseil régional de Dikil fera tout au long de l'année 2023. Nous avons la présence du préfet de la région et le service des voiries sera transféré au conseil régional. Et pour mettre en place un service adéquat de voirie, nous avons aujourd'hui créé l'agence de voirie de Dikil, où il y aura un responsable. Et cette agence servira la population de Dikil en matière de propriété. Comme vous le savez, nous sommes la ville de l'unité, une ville historique à travers ses différentes activités. Donc nous avons dédié à cette unité une journée dont nous avons appelé Fest Unité, qui sera organisée chaque année dans la région de l'unité. Elle a pour but de promouvoir l'unité nationale, de promouvoir la cohésion sociale, de promouvoir la paix. Ce sera surtout une fête des communautés dans laquelle nous allons inviter l'ensemble des régions et de la capitale pour souder l'unité nationale. Également, d'autres projets ont été soulevés, de grands projets au service déconcentrés, les élus, mais aussi la société civile. Enfin, je profite de l'occasion pour adresser mes vœux de bonheur et de prospérité et de santé pour l'année 2023 au président de la République, chef de gouvernement, son Excellence M. Ismaël Bergele, à la première dame, présidente de l'UNFT, Mme Khadra Mohamed Haïd, au Premier ministre, au gouvernement, au Parlement et l'ensemble de la population djiboutienne. Ambiance similaire également cette fois-ci à Tadjoura où le conseil régional a tenu la 5e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'année 2022 auquel ont participé l'ensemble des élus de la région. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment l'examen du budget pour l'année 2023. La réunion a été présidée par le président du conseil régional, Omar Hussein Omar, qui a ouvert donc le débat et les échanges. Par la suite, les élus ont débattu sur les points figurant dans l'ordre du jour, notamment l'examen et l'adoption du budget prévisionnel de l'année 2023 qui s'élève à la somme de 243 704 968 francs djiboutiens en recettes et en dépenses. Ensuite, les conseillers ont discuté de plusieurs points d'intérêt général et ont émis donc des propositions pour le bureau.
Et enfin, nous passons à l'actualité internationale. Au Royaume-Uni, la Cour a conclu qu'il est légal pour le gouvernement britannique de mettre en place des dispositions pour envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda et que leur demande d'asile soit examinée au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni, selon un résumé du jugement publié par la Haute Cour de Londres. Celle-ci a estimé que les dispositions prévues par le gouvernement ne contreviennent pas à la Convention de Genève sur les réfugiés. Aucune expulsion n'a encore eu lieu. Un premier vol prévu en juin a été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui réclamait un examen approfondi de cette politique. La justice ayant rendu sa décision, le gouvernement de Rishi Sunak veut désormais presser le pas. La très à droite ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, qui avait fait part de son rêve de voir des migrants expulsés vers le Rwanda, a mis en avant sa volonté de mettre en œuvre ce projet dès que possible. Et nous sommes prêts à nous défendre à nouveau contre toute action en justice, a souligné la patronne de Home Office. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.